Donc, une vaste question, hein, donc l'idée de mécanisme, est-ce que ce sont des mécanismes? Ça veut dire qu'on pourrait penser que les rouages sont habituels et qu'on retrouve toujours les mêmes ingrédients. Alors, voilà, on le sait en psychologie, une situation ne ressemble pas à une autre, donc elles sont toutes très individuelles et individualisables. Il y a évidemment des points communs et des éléments récurrents qui reviennent, hein, dans la plupart des situations. Et donc, on s'intéresse en tout cas au profil des différents protagonistes. Donc, si on prend la triangulation, comme on dit, incestueuse, donc il y a un parent abuseur, un parent non abuseur et un enfant victime. Donc, c'est une espèce de triangle infernal, un huis clos, à trois personnages. Parfois, il y a d'autres personnages qui peuvent se rajouter au système incestueux, de près ou de loin. Mais donc voilà, donc se joue quand même dans le processus incestueux un fonctionnement étape par étape. Hein, très souvent, il y a un jeu d'emprise émotionnelle de la part du parent abuseur, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, comme s'il s'accaparait l'enfant au détriment de sa relation avec l'autre parent non abuseur. Donc l'enfant est tiraillé un peu et puis il fait, entre guillemets, couple ou devient partenaire dans une relation qui va se sexualiser au fur et à mesure. Donc, quand on parle de ces mécanismes, il faut aussi mettre de côté les préjugés de penser que l'agresseur, il saute sur sa victime et il lui fait son affaire et puis il recommence ou pas. Non, c'est vraiment un lent processus. Donc, c'est un processus qu'on apprend à travers des rapports, des discours, des propos et d'agresseurs et de victimes et de parents non abuseurs. Donc, c'est comme un puzzle. Donc, on essaie de remettre les pièces un peu comme comment ça a fonctionné. C'est le métier du profiling, en fait. Donc, on s'imagine qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'agresseur, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant et qu'est-ce qui se passe dans la tête du parent non abuseur, comment ces gens pensent la situation. Alors, s'il y en a une, le parent non abuseur qui est peut-être déconnecté de la réalité de l'inceste, et l'enfant et le parent abuseur vivent cette réalité, même en dehors du champ du passage à l'acte sexuel. Donc, l'enfant ne va plus regarder de la même manière son père et son père ne va plus la regarder de la même manière non plus. Donc, il y a une espèce de transformation qui provoque aussi l'isolement du parent non abuseur, ce qui arrange tout le système. Donc, c'est des systèmes très fermés, en fait. Hein. Donc, c'est des familles très fermées, mais avec des modèles différents. On peut être dans des familles très enchevêtrées ou chaotiques ou très rigides, selon la personnalité, justement, du parent abuseur, qui peut être très laxiste, libéral, euh, bon enfant, rigolo, immature, infantile lui-même, un peu raisonnant comme l'enfant dont il agresse l'intimité, par exemple. Et une mère beaucoup plus directive et chef de ménage et chef de famille. Donc là, on est dans un modèle de famille rigide où le pouvoir parfois est plus aux mains du parent non abuseur ou entre les mains du parent abuseur. C'est un modèle. Donc, il faut aussi se dire que les profils des protagonistes voilà, sont très différents d'une situation à l'autre. Mais aussi le modèle familial, donc ce qu'on appelle le profil systémique des familles. Enchevêtré, ça veut dire qu'on n'a pas trop de frontières entre les générations. Parfois, l'enfant lui-même, en grandissant, devient un peu le parent de son parent et adultifié, où on est dans des modèles rigides, où le pouvoir est exclusivement entre les mains du père. On appelle ça l'inceste tyrannique, donc ce serait le père dominateur, qui peut aussi bien abuser l'enfant que le parent non abuseur. Donc il y a aussi des situations où le modus operandi, comme on dit, est lié à une certaine violence, voire à de l'agression sexuelle, comme mode de communication aussi, hein, donc accompagnant aussi des situations de violence conjugale. Donc c'est, voilà, dans la manière dont j'expose, j'essaie de répondre à cette question qui est très très vaste, mais ça fait partie dans toutes les directions. Comme à partir du moment où on est confronté à une situation d'inceste, on perd ses propres repères. Parce qu'on a peut-être une idée de la famille, une idée idyllique
voilà, fort sympathique. Et puis quand on travaille avec des familles incestueuses, on se rend compte de l'anarchie, de l'agilité, de transactions incompatibles avec le bien-être de l'enfant, ou des personnes qui se sont rencontrées, mais on pourrait dire que ça a été la mauvaise rencontre de leur vie. Il y a une espèce d'accoutumance, donc malgré tout, on vit ensemble et chacun est un peu malheureux dans son coin, parce que je dirais aussi, un père qui abuse de sa fille, ben, il est pas très bien dans sa tête. Donc, personne n'est très bien dans sa tête. Ça, c'est peut-être le point commun de beaucoup de familles incestueuses. Et je ne parle pas encore alors de ce qui est plus psychopathologique, donc ce qu'on appelle les systèmes pervers. Alors, ça veut dire que la personnalité de l'agresseur est plus une structure perverse, donc c'est quelqu'un qui est dans la violence, comme je le disais, dans l'immoralité ou la moralité, qui est désaffectisé, qui n'a pas d'empathie. Donc vivre aux côtés d'un personnage de cette nature, ben forcément, et enfants, et parents, et famille, tout le monde est terrorisé. Et lui fait ce qu'il veut, il fonctionne suivant la loi de son propre désir. Mais ça, c'est encore des systèmes qu'on appelle le triangle pervers, qui n'est pas le cas de toutes les formes d'inceste. Et donc, il y a toute une typologie des familles incestueuses. Voilà, c'est très ouvert et très compliqué je dirais, à développer. Et donc, à chaque situation, à chaque cas, il faut bien se dire que c'est particulier. Il n'y a pas de rien. Rien n'est écrit et on découvre chaque fois un nouveau roman familial, une nouvelle histoire, des nouveaux acteurs. Et donc, il faut avoir un recul comme ça d'observateur et de pouvoir recueillir tous ces éléments pour finalement constituer le profil de cette famille-là en particulier.